Bonjour à tous et bienvenue dans ce débat d'entre-deux tours des élections législatives sur Radio Sensation et TV Fil 78. Aujourd'hui, coup de projecteur sur la première circonscription des Yvelines et j'ai le plaisir de recevoir les deux candidats qui se sont qualifiés pour ce deuxième tour et vont donc s'affronter dimanche prochain. Tout d'abord Didier Béchère de La République En Marche, bonjour. Bonjour. Vous avez obtenu 42% des voix dimanche dernier et puis François-Xavier Bellamy, représentant des Républicains et de l'UDI, bonjour. Bonjour. Vous avez de votre côté obtenu 27%. Merci à vous deux d'avoir accepté ce débat qui durera 26 minutes avec évidemment un temps de parole équivalent pour chacun de vous. Alors au premier tour, il y avait 14 candidats dans cette circonscription qui couvre les villes de Montigny-le-Bretonneux, Guyancourt et puis une partie de Versailles. Le député sortant et maire de Versailles, François de Mézières, ne s'étant pas représenté suite au cumul des mandats. Alors dites-nous tout d'abord, pour commencer cette émission, chacun à votre tour et assez rapidement s'il vous plaît, votre analyse de ce premier tour et peut-être un mot surtout sur l'abstention qui a été assez forte. Monsieur Béchère. Je pense qu'il y a beaucoup de clarté en fait dans le résultat de ces élections. Les Françaises, les Français ont décidé de donner une majorité claire, nette au programme d'Emmanuel Macron et au gouvernement d'Emmanuel Macron. Moi, c'est le principal enseignement que je vais tirer de ce premier tour. C'est vrai que l'abstention est importante. Alors moins importante probablement dans notre circonscription, puisqu'on a plus voté que la moyenne nationale et celle des Yvelines. Donc je pense qu'il y a quand même eu une mobilisation qui s'est opérée. Maintenant, il faut rassembler pour le deuxième tour, pour rassembler tous ces abstentionnistes et qu'ils s'expriment au deuxième tour. Monsieur Bellamy, le premier tour ? Je crois que l'enjeu, c'est évidemment celui-là. Il faut mobiliser tous ceux qui se sont abstenus parce que ces élections législatives ont un enjeu décisif. Et ce qu'on constate au cours de ces élections, notamment dans notre circonscription, c'est qu'il n'y a pas de dynamique du côté d'En Marche. Il y a moins d'électeurs pour En Marche au premier tour des législatives qu'au premier tour des présidentielles. En revanche, il y a une énorme démobilisation d'un électorat qui, lui, pour le coup, était présent aux élections présidentielles. Et donc, c'est très important que chacun se sente concerné et puisse voter, quel que soit son choix, mais sur un projet qui soit clair, voter pour l'avenir de notre territoire et surtout de notre pays. Alors on va malheureusement pas pouvoir aborder tous les points de votre programme dans ce débat, mais enfin tout de même on va essayer de voir 2 ou 3 sujets importants de cette première circonscription. Premier sujet important, l'emploi, je pense que vous serez d'accord avec moi, ou plutôt le chômage qui est assez présent comme partout ailleurs dans cette première circonscription, même si elle est moins forte que la moyenne nationale. Il y a beaucoup d'entreprises dans cette circonscription, alors d'après vous, quelles sont les urgences pour les entrepreneurs et pour les chômeurs, Monsieur Bellamy ? Il y a plusieurs pistes à évoquer. Effectivement, c'est la bataille décisive. Je m'occupe des questions d'emploi à Versailles et notamment aussi comme président bénévole de la mission locale qui accompagne les jeunes qui sont les plus en difficulté dans leur rapport à l'emploi, à l'insertion professionnelle. Je crois que l'un des premiers éléments, c'est qu'il faut évidemment qu'on libère l'activité des entreprises et les capacités de tous ceux qui aujourd'hui sont prêts à créer de l'activité et de l'emploi. Le problème, c'est que notre maquis administratif, le poids de nos réglementations, les charges qui pèsent sur le travail constituent un boulet terrible pour tous ceux qui aujourd'hui veulent entreprendre et créer de l'activité. Il faut aussi qu'on sache, sur le terrain, reconstituer des liens locaux. Moi, je crois qu'il est nécessaire d'ouvrir une nouvelle étape de la décentralisation, notamment des politiques de l'emploi, face à cette espèce d'hypercentralisation de Pôle emploi qui n'arrive plus à gérer ces 6 millions d'inscrits, et c'est parfaitement normal et compréhensible, mais il faut qu'on réussisse à refaire localement le lien entre notre bassin d'emploi et nos entreprises, et ça passe par une offre de logement qui soit aussi plus équilibrée, notamment à Guyancourt ou en ville nouvelle, pour permettre justement de rétablir un équilibre qui soit favorable à la création d'emplois. Monsieur Béchère, votre président Macron va se lancer dans une grande réforme du Code du travail avec cette loi Macron. Tout à fait, vous le disiez en introduction, on a la chance sur la circonscription d'avoir 1,4 emploi en fait, par habitant, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a une vraie dynamique sur cette circonscription. Moi je dirais l'emploi et l'éducation, parce qu'on a aussi une très belle université qui nous permet de faire le lien avec l'emploi. Maintenant, il y a 3,9 millions d'entreprises en France, et la majorité de ces entreprises, une très très grande majorité de ces entreprises sont des petites entreprises, et elles ont besoin qu'on simplifie le droit du travail. Donc c'est ce qui a été lancé la semaine dernière, puisque le premier bloc en fait qui sera négocié, puisqu'on a ouvert les négociations avec les partenaires sociaux, sera sur la simplification du droit du travail, et je pense en particulier à la capacité de signer des accords d'entreprise versus des accords de branche ou le droit du travail. Plus on s'approchera du débat local dans l'entreprise, plus on pourra créer de la dynamique et libérer des énergies pour les entrepreneurs. Je pense que c'est le sens de ce premier bloc de négociation. On l'a vu la semaine dernière en discutant avec la CFDT de Renault, qui est une très très grosse entreprise, qui n'a pas du tout les mêmes besoins en matière de dialogue social qu'une PME de 10 ou 50 salariés. Les effets de seuil sont extrêmement compliqués à gérer aujourd'hui pour les entrepreneurs. Dès que vous arrivez à ce fameux seuil de 50 personnes, vous allez potentiellement vous retrouver avec un CE, des délégués du personnel, un comité d'hygiène et de sécurité.
c'est beaucoup trop compliqué et ça fait du frein à l'emploi de manière évidente. Donc c'est ça que nous voulons simplifier rapidement dès le mois de septembre, parce qu'on est dans l'action maintenant tout de suite. Un mot peut-être, M. Bellamy, sur cette loi qui se prépare ? Je pense qu'on a plein de convergences à trouver sur ces questions d'emploi. En tous les cas, pour ma part, j'ai toujours été très clair sur les orientations que je défendrai et je porterai tout ce qui ira dans le bon sens et pourquoi pas notamment dans le projet que proposera Emmanuel Macron. Simplement, une chose importante, moi j'ai une vraie divergence sur la méthode. Je crois que d'abord aujourd'hui, il y a un grand manque de clarté. On est à la veille des élections législatives et les Français ne savent pas exactement ce qui sera contenu dans ce projet. Alors, on nous dit effectivement que c'est le temps de la concertation avec les partenaires sociaux. En même temps, les Français, les citoyens sont tous concernés par cette question du travail et c'est vraiment un problème, je crois, qu'ils ne soient pas au courant de ce qui leur sera proposé et de ce qui sera voté par nos parlementaires et notre future majorité dans quelques semaines. Et puis la deuxième chose, ça concerne les ordonnances. On sait très bien que la question du travail et de notre rapport au travail est une question qui est extrêmement clivante, qui suscite de grandes inquiétudes dans la société française. Et là, je crois qu'il y a une vraie divergence de méthode. Si on veut que le débat soit apaisé, qu'il soit partagé, si on veut un vrai renouveau démocratique, il me semble qu'on aurait tout intérêt à faire vivre le débat parlementaire dans un authentique pluralisme. Aujourd'hui, l'idée de passer par les ordonnances me paraît à la fois le signe d'une brutalité inquiétante et surtout aussi peut-être un frein à ce partage démocratique des grands enjeux qui touchent à la question de l'emploi. Vous avez quelque chose à répondre peut-être, M. Bécher? Oui, on est tout simplement face à un constat d'échec, c'est-à-dire que les présidents précédents, au moins les 2 derniers, ont essayé de réformer le droit du travail. Et c'est pas ça n'a pas fonctionné. Mais c'est pas les oppositions parlementaires qui les en ont empêchés. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'est pas le dialogue parlementaire qui les en a empêchés. Jamais. Je ne partage pas votre point de vue, M. Bellamy. À un moment donné, quand on n'a pas une assemblée suffisamment compacte qui est capable de faire évoluer les choses, on est dans la situation qu'on vit depuis 20 ans. Mais voilà, je comprends d'autant moins. Je comprends d'autant moins le choix des ordonnances que maintenant Emmanuel Macron aura une majorité très claire, c'est une certitude. Oui. Et donc pourquoi ne pas faire vivre le débat parlementaire? C'est juste un débat technique en fait qui permet d'éviter les allers-retours. Les ordonnances, c'est une entre façon. l'Assemblée et le Sénat. Les commissions vont continuer à travailler complètement comme c'est prévu. Et encore une fois, les partenaires sociaux sont dans l'action. Enfin, moi, la semaine dernière, encore une fois, j'étais à l'initiative de la CFDT pour travailler avec eux sur le contenu du texte. Ça y est, on y va. On a entendu ce qu'ils avaient à nous dire. Et dans 50 réunions plus tard, parce qu'il y a 50 réunions qui sont prévues avec les partenaires sociaux, je pense qu'on aura largement fait le tour de la question et qu'on pourra décider ce qu'on peut faire ou pas. Moi, ce que j'entends des Français, c'est qu'ils veulent de l'action et des décisions par rapport à ce qui n'a pas été fait ces dernières années. Et c'est ça qu'on propose. Mais il faut évidemment agir efficacement. Le problème, c'est qu'en fait, cette méthode-là va crisper le pays. Et je crois vraiment profondément, c'est une vraie divergence. Elle est, je crois, audible. Je ne comprends, et je comprends d'autant moins bien ce diagnostic dans la mesure où, encore une fois, jamais les oppositions parlementaires, jamais le phénomène du pluralisme à l'Assemblée nationale n'a empêché un président de faire voter les lois qu'il proposait. Ce sera encore moins le cas dans l'Assemblée qui se prépare, puisqu'elle donnera une écrasante majorité, selon toute vraisemblance, à Emmanuel Macron. Ce que je crois, c'est que nous aurions tout intérêt, quand on promet qui plus est le renouveau démocratique, à faire vivre ce débat, parce que la question du travail est une question majeure pour notre avenir. Oui, on veut être prêt le 1er janvier. C'est important, les baisses de charges qui sont prévues pour les entreprises et pour les salariés démarrent par une adaptation d'abord du Code du travail. Et c'est ce calendrier-là, très clair, vous dites on ne sait pas, etc. Non, c'est extrêmement clair, les blocs ont été... Le calendrier, mais le contenu... Non, le contenu mais pareil, les blocs sont connus de manière très précise, il y a eu une conférence de presse du Premier ministre et de la ministre du Travail la semaine dernière, les blocs sont expliqués de manière très très claire. On va avancer sur ce débat, vous parliez de l'éducation, oui. on va aborder ce sujet-là. Alors, plus de professeurs, moins d'enfants dans les classes, pour ou contre les rythmes scolaires, autonomie des universités, alors quelles sont vos positions sur ce sujet, M. Bécher? Alors là, il y a beaucoup de sujets dans le même. Je pense qu'on regarde, là c'est pareil, on essaye de regarder qu'est-ce qui se passe à la rentrée. Et notre ministre de l'Éducation essaye de trier un peu dans tous les sujets qui sont sur la table. Il y a, moi j'ai envie de dire, 2 sujets pour la rentrée, les rythmes scolaires et la réforme du collège. Sur les rythmes scolaires, ce que le ministre a dit, c'est qu'il ouvrait la possibilité aux communes qu'il souhaitait de réouvrir le débat dans leur commune. Il n'a pas dit de manière uniforme, comme on a toujours fait par le passé, on change tout et on ne pose pas de questions. Voilà, c'est ça qui a été dit. Après, il n'y a aucune urgence dans cette mesure. Certaines communes ont déjà avancé, c'est le cas à Versailles, c'est le cas à Montigny, Guyancourt probablement attendra l'année prochaine. Je pense que le temps de la concertation est important. Parce que comme toujours dans ces débats, on va se retrouver avec 50% des gens qui sont pour revenir à la semaine de 4 jours et 50% des gens qui sont contre parce qu'ils vont avoir une organisation personnelle qui va être compliquée à remettre en place 2 ans après l'avoir changé. Donc c'est ce temps-là qu'il faut organiser. Je pense que les différentes mairies aujourd'hui ont consulté aussi les conseils d'école.
Comme tout changement, c'est compliqué, mais en tout cas, il n'y a pas de volonté ni de position dogmatique de notre part de vouloir changer tout dès le 1er septembre. Il faut prendre le temps de la concertation. Sur le rythme, sur la réforme des collèges, c'est pareil. Je pense que on va prendre les exemples emblématiques, mais sur les classes bilingues, c'est des choses qui pouvaient fonctionner, qui étaient attendues. C'est très en lien aussi, je pense, avec cette volonté d'être très européen et de reprendre la direction de l'Europe avec notre partenaire allemand. Donc on a tout intérêt à continuer à avoir ces classes où on peut apprendre l'anglais ou l'allemand d'ailleurs sans difficulté. Pas de position dogmatique encore une fois sur le sujet, il va falloir revoir les projets pédagogiques avec les directeurs d'établissement. Sur l'éducation, monsieur Bellamy ? Sur la question de l'école, je crois qu'on est devant un sujet décisif pour notre avenir. Décisif parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un pays où 15% des élèves terminent leur collège sans maîtriser les éléments les plus fondamentaux, notamment en matière de lecture, d'écriture de leur propre langue nationale. Et donc, cette injustice sociale redoublée est dramatique et évidemment, il faut s'engager massivement pour permettre de la résorber. Bien sûr, sur les 2 points que vous avez évoqués, je pense qu'on parle de 2 réformes qui ont été catastrophique, et de ce point de vue-là, évidemment, il faut que chacun aussi assume ses responsabilités. Moi, je me rappelle du moment où M. Bécher, au conseil municipal, dans le groupe socialiste et divers gauche, défendait la réforme des rythmes scolaires et nous expliquait que nous étions en tort de ne pas l'appliquer assez vite. Je crois vraiment, moi, pour ma part, que cette réforme a été un pas de plus dans la fragilisation de la transmission des savoirs et de la connaissance qui s'opérait à l'école, qu'elle a été aussi un moment de plus dans la brutalité des réformes qui se sont imposées d'en haut. Et effectivement, je crois que le ministre de l'Éducation nationale actuel a très bien fait de redonner une liberté aux communes. Moi, ce que je crois, c'est que demain, si on prend le temps de la concertation, on verra que c'est pas 50-50, mais une très grosse majorité de parents sont favorables à la suppression de cette réforme qui épuise leurs enfants, qui les empêche d'apprendre correctement. Il faut qu'on avance vers quelque chose qui soit plus équilibré et j'y aspire profondément. Sur la question de l'abrogation de la réforme des collèges, évidemment, elle est absolument nécessaire elle aussi parce qu'elle a encore diminué le temps consacré aux enseignements les plus fondamentaux en allant à contresens de tout ce que nous savons nécessaire pour les élèves. Et là, pour le coup, je crois qu'il faut être extrêmement vigilant. Monsieur Blanquet donne de très bons signes sur ce sujet. Je crois qu'il est pragmatique. Mais est-ce qu'il aura les moyens d'aller jusqu'au bout de ses choix sur la question des classes bilingues, sur la question des langues anciennes, sur lesquelles des retours ont déjà été annoncés? Il y a déjà des inquiétudes, notamment de la part des syndicats d'enseignants parce que les moyens ne vont pas avec les annonces qui ont été faites. Donc il va falloir beaucoup de vigilance pour qu'on passe des bonnes intentions aux véritables actions. Il y a sur cette circonscription, je le disais, une université qui compte dans le paysage français actuel. Comment allez-vous gérer tous ces étudiants qui seront les futurs employés de demain ? On ne va pas gérer tous les étudiants, mais je pense qu'il faut qu'on remette de la concertation entre les entreprises et l'université. Elle existe déjà. Moi, je travaille avec Guyancourt et j'ai la chance d'être dans une entreprise qui recrute plus de 2000 personnes par an. Donc, je vois la difficulté que nous avons à recruter aujourd'hui. Il y a par exemple, alors c'est un exemple, mais je pense que sur les docteurs, par exemple, il y a un travail de fond qu'il faudra que nous fassions. C'est une population qui souvent a du mal à avoir accès à l'entreprise et c'est aussi une population qui est souvent mal connue des entreprises. Ce qui n'est pas le cas dans les autres pays. Donc en particularité française là, qui fait qu'on pense toujours recherche fondamentale quand on pense en docteur. Or en fait, la majorité se retrouve sur le marché du travail. Et je pense qu'en ayant un dialogue, les enseignants venant dans les entreprises et les enseignants et les entreprises allant à l'université, on peut faire mieux connaître cette filière et avoir un débouché de recrutement extrêmement intéressant que nous avons du mal à capter. Il y a de la simplification aussi à faire. J'étais à un débat hier où on a parlé de la difficulté de monter les contrats CIFRE, donc qui sont ces CDD de 3 ans quand on est dans le domaine de la recherche. Honnêtement, si on est une PME du secteur de l'innovation, c'est des dossiers administratifs qui sont très très lourds à monter. Même chose pour l'apprentissage, c'est le deuxième bloc de négociation pour le mois d'avril l'année prochaine. Si on veut arriver à l'ambition que le Premier ministre a donnée, que la France soit le premier pays de formation à travers l'apprentissage, il va falloir énormément simplifier l'administratif. Là encore, les grosses entreprises arrivent à gérer toute cette armada administrative. Pour des entreprises plus petites, embaucher un apprenti, c'est compliqué administrativement. Un autre enjeu sur cette première circonscription, ce sont les transports et la mobilité. Sont très présents, très utilisés par les habitants, le bus, la gare, notamment évidemment celle de Saint-Quentin et même les routes. Alors,
Que reste-t-il à faire ou que faut-il faire pour plus de confort et de sûreté dans ces transports, Monsieur Bellamy? Je voudrais juste revenir un instant sur la question de l'université, puisque j'ai pas eu l'occasion de m'exprimer, mais je crois qu'effectivement c'est là aussi un sujet important pour notre territoire en particulier. Il y a un sujet national qui est effectivement de reconstruire des filières universitaires qui soient efficaces, et la question n'est pas seulement celle de la connexion avec les entreprises, hein. Il y a aussi beaucoup de formations universitaires qui débouchent notamment sur les métiers de la fonction publique, de l'enseignement par exemple. Aujourd'hui, malheureusement, l'université, elle est fragilisée profondément par la crise de notre enseignement primaire et secondaire, puisque c'est la seule filière non sélective, et on le voit encore ces jours-ci avec le développement notamment dans les filières de formation en médecine, du tirage au sort, qui est vraiment un drame pour notre formation républicaine, parce que quand on en vient à ce type de sélection aléatoire, c'est qu'on a vraiment perdu quelque chose de très profond dans le cœur de notre système de formation. Donc il faut redonner à l'université les moyens d'assumer une mission qui soit celle d'une véritable excellence. Et puis localement, il y a un vrai sujet pour notre université de Versailles-Saint-Quentin, à laquelle on tient tellement. Je travaille avec elle depuis 2008, voilà, comme maire adjoint à Versailles, et je vois bien à quel point l'enjeu est fondamental de réussir à faire en sorte qu'elle soit connectée au pôle de Saclay. Et aujourd'hui, le grand risque, c'est qu'elle se trouve marginalisée dans le développement de ce grand pôle qui se construit sur le territoire de Saclay. Et ça rejoint la question des transports que vous posiez à l'instant, puisque pour faire le lien entre l'université et Saclay, mais aussi pour faire le lien évidemment entre notre territoire et ce pôle de Saclay, mais aussi l'aéroport d'Orly, il faut vraiment qu'on milite de façon active pour l'arrivée de la ligne 18 dans nos villes avant 2024. Je crois que c'est vraiment un enjeu majeur, et c'est sur ce sujet-là que je me battrai avec le maire de Montigny, avec la présidente de la région Île-de-France, avec le maire de Versailles bien sûr, parce que je crois que là nous avons un sujet décisif pour le développement, y compris le développement économique de notre territoire. Au niveau des transports, M. Bécher, cette ligne 18 est essentielle aussi. Elle est essentielle. Alors c'est vrai qu'il y a des débats. Moi j'ai habité longtemps en voisin de Bretonneux, donc je peux comprendre après le débat enterré, pas enterré, sur cette partie de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, enfin de la communauté de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il y a un moment donné, il faut aussi qu'on soit très clair sur les faisabilités, parce que c'est pas la peine de laisser penser que peut-être on augmentera le budget de cette ligne de 20 milliards si en fait, en termes de géologie, on n'arrive pas à creuser réellement, ou qu'on va fragiliser les sols. Et on connaît les sols de Saint-Quentin-en-Yvelines, hein, qui ont été beaucoup bâtis sur des marais, donc il y a beaucoup de maisons qui ont des problèmes à Saint-Quentin à cause de ça. Donc je pense qu'il faut qu'on mette de la clarté très rapidement là-dessus. Il y a un enjeu aussi pour les Jeux Olympiques, hein, sur ces transports. On le voyait avec le Vélodrome, j'étais au Vélodrome hier, et on sait très bien, malgré la proximité de la gare, la capacité à absorber l'afflux qui va arriver n'est pas résolue aujourd'hui. Donc c'est aussi une opportunité, je pense, pour le territoire de profiter en plus de ces Jeux Olympiques en 2024 pour capter des financements et s'assurer qu'on a des modes de transport alternatifs aussi qui sont mis en place. Maintenant, on a la chance, honnêtement, que ce soit Versailles ou Saint-Quentin, on a des gares en centre-ville, ce qui fait qu'en termes d'insécurité, ça n'est pas parfait, mais ça permet quand même, ces gares de centre-ville, quand même de contenir l'insécurité. Justement, puisqu'on parle de la sécurité et la sûreté, il y a quand même une sécurité qui compte dans ce secteur. Qu'est-ce qu'il faut, à votre avis, mettre en place pour justement apaiser ces tensions, peut-être rassurer quand même les habitants? On parle beaucoup de ça au niveau national, donc ça peut apeurer les gens de la circonscription. Monsieur Bellamy? Il y a plusieurs pistes qui sont importantes. Quand on parle de l'insécurité, aujourd'hui, on parle de réalités très différentes, depuis la menace terroriste jusqu'à l'insécurité du quotidien. Donc c'est très difficile d'avoir un propos qui soit trop général sur ces sujets. Je dirais qu'une des pistes majeures, moi, que je vois sur le terrain, c'est qu'il faut vraiment redonner leur place à nos forces de police et de gendarmerie, qui sont aujourd'hui happées par le poids des tâches administratives qui pèsent sur elles. On estime que le fait de simplifier les tâches administratives, et notamment en utilisant tous les outils que le numérique peut nous donner, le dépôt de plainte en ligne, etc., ça permettrait de remettre 5000 policiers et gendarmes sur le terrain. Et rien que ça, je crois, ça nous redonnerait des capacités d'action. Aujourd'hui, notre État est très fragilisé dans ses missions régaliennes. Et il faut vraiment, je crois, qu'on arrive à prendre conscience de cette fragilité, parce que, effectivement, l'insécurité est une véritable injustice pour ceux qui la vivent. Et je sais qu'elle est ressentie notamment très fortement dans certains quartiers de notre circonscription, dans chacune de nos 3 villes d'ailleurs, où on a le sentiment d'une forme de délitement. Il faut vraiment qu'on arrive à remettre de la sécurité. C'est la condition du lien social. Monsieur Bécher? Oui, remettre de la sécurité. Alors c'est un des points majeurs du programme, hein, avec la création de la police de sécurité quotidienne. Il faut aussi permettre, et je partage le point, c'est aussi libérer du temps administratif, hein, pour les policiers, pour leur permettre d'être dans cette mission de dialogue sur le terrain. C'est le dialogue avec les commerçants et avec les parents. Moi je l'ai vu dans les échanges à Guyancourt. Il y avait une espèce de peur, pas forcément justifiée toujours, mais avec une demande d'aide. Et c'est vrai que
la police n'est pas suffisamment présente, et il y a une envie du retour du dialogue avec les parents, et que reprendre ce rôle de police de proximité, tout simplement, pour essayer de reconstruire du dialogue dans ces quartiers. C'est pas simple, ça rejoint le débat national, vous le disiez, je regardais les chiffres rapidement, on a aujourd'hui 2000 personnes qui sont dans des radicalisations religieuses extrêmes, qui sont identifiées, il y a 12 000 personnes qui sont fichées S, on a cette capacité à identifier les personnes. Maintenant, comment on gère l'antiterrorisme, donc le président de la République a mis en place cette cellule du Conseil national de défense contre le terrorisme, donc il lui est rattaché directement. C'est une première étape, mais on ne va pas rester non plus dans l'état d'urgence. On est dans l'état d'urgence depuis le 14 novembre 2015, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est long. On sait qu'il sera prolongé jusqu'au mois de novembre, parce que le temps que l'Assemblée soit constituée, on ne peut pas avancer. Mais voilà, il y a des vrais sujets qui touchent aussi aux libertés, donc je pense qu'il faut être très vigilant sur ces points. Maintenant, on ne peut pas crier au loup non plus tout le temps. On connaît la situation, on voit toutes les semaines, malheureusement, on l'a vu encore à Londres dernièrement, il y a des attentats, donc il faut qu'on soit extrêmement vigilant et qu'on prenne nos responsabilités sur ces sujets. Juste un mot peut-être, je crois que là ça nous fait il y a une divergence majeure entre nous qui vient d'être exprimée par M. Bécher. M. Bécher parle du retour de la police de proximité. Je crois que dans cette période qui est marquée effectivement par des inquiétudes fortes autour de la radicalisation, autour du terrorisme, il faut qu'on redonne à la police son vrai métier. Nos collectivités, elles sont là sur le terrain pour faire de l'animation de territoire. Les forces de l'ordre ne sont pas là pour servir de police de proximité. Ça a été, je crois, un échec majeur des dernières années. Il faut qu'on arrive effectivement à remettre la police sur le terrain, mais pour faire son vrai métier et non pas pour faire de l'animation sociale. Sur la radicalisation en particulier, on peut pas prendre des grandes décisions en centrale. Moi je crois, et c'est une vraie divergence entre nous et je l'assume vraiment, je crois qu'au contraire, si on avait gardé cette police de proximité, c'est Nicolas Sarkozy qui l'avait supprimée, on aurait peut-être identifié beaucoup plus tôt ces éléments de radicalisation, et on le voit dans les quartiers. On a la chance dans notre circonscription d'être vraiment une circonscription plutôt calme, avec pas des énormes difficultés. Par contre, certains quartiers, effectivement, ont besoin d'être regardés et d'avoir une vie avec la police de proximité beaucoup plus importante qu'ils n'ont aujourd'hui. Et je pense qu'on identifierait très en amont, sur des très jeunes, les tentations de radicalisation. Et ça permet d'améliorer le vivre ensemble. C'est important aussi. Non, mais voilà, c'est ça qui est très important. C'est effectivement la prévention de la radicalisation, elle est décisive. Nous aussi, on a des antennes sur le terrain. Et il faut, je suis d'accord avec vous, décentraliser cette action. Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron, avec la suppression de la taxe d'habitation, par exemple, montre la volonté d'une nouvelle centralisation, totalement à rebours de l'histoire. Et là aussi, il faudra qu'on soit vigilant. Mais je crois que la police, elle est là précisément pour faire son métier. Je suis d'accord avec vous, il faut investir massivement sur le renseignement humain qui a été largement dépouillé de ses moyens au service de moyens technologiques qui ne sont pas toujours capables en fait de détecter les vrais problèmes. En revanche, la police est là pour faire son travail et pas pour organiser, comme ça a été le cas pendant la période socialiste, des matchs de foot dans les quartiers. Ça nous permet de prévenir. Personne n'a dit qu'on allait tomber dans la caricature, monsieur Bellamy. C'était ça la police de proximité. Et je ne sais pas ce que c'était avant. Il faut mettre la police. Je dis ce qu'on va faire aujourd'hui. On n'a pas dit qu'on allait organiser des matchs de foot dans les quartiers. Remettre la police sur le terrain, mais pour répondre à votre question, demander à la police de gérer le lien social, demander à l'armée d'organiser un service militaire d'un mois pour régler les problèmes d'éducation des jeunes, tout ça c'est autant de façons de gaspiller nos forces de sécurité et de défense alors qu'ils auraient besoin de se concentrer sur leur vrai métier. Alors justement, puisqu'on parle du vivre ensemble des quartiers, parlons en quelques minutes, parce qu'il nous en reste très peu, de la pauvreté et du pouvoir d'achat et comment améliorer cela. Le président Macron propose des choses au niveau notamment des impôts, baisse des impôts, vous l'aviez dit par rapport aux charges. Qu'est-ce que vous pourriez faire, vous, qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens de cette première circonscription, Monsieur Bécher ? Déjà qu'on sera vigilant sur le collectif budgétaire du je sais pas, octobre-novembre, on verra en fonction du calendrier de l'Assemblée. Il y a énormément de réformes à mettre en place sur ces sujets-là. Il y a l'augmentation de 100 € du minimum vieillesse, il y a l'élargissement du socle de la CSG qui fait beaucoup parler d'ailleurs sur notre circonscription. Suivant si on est à Montigny-Guyancourt, à Versailles, on n'a pas la même réaction, parce que oui, 20% des retraités globalement vont être impactés par cet impact augmentation de 80%. Non, 20% vont être particulièrement impactés. Particulièrement, voilà. Oui, particulièrement parce qu'à côté, vous avez la suppression de la taxe d'habitation qui concernera la taxe d'habitation, elle sera forcément compensée par l'État, donc c'est toujours les Français qui vont la payer, c'est une espèce de mesure cosmétique. C'est dans le plan d'économie, monsieur Bellamy, il suffit de regarder le plan d'économie. C'est une mesure cosmétique. Vous n'allez pas faire disparaître les communes, j'espère. Donc les financements qui leur sont alloués vont continuer d'être financés. Elles seront comblées à 100%, on a été extrêmement clair là-dessus. Elles seront toujours donc financées par la dépense publique, donc par les Français. Sur le pouvoir d'achat, oui, c'est extrêmement important. La baisse des cotisations avec la suppression des cotisations maladie et chômage pour les salariés, c'est une aubaine incroyable pour recommencer à consommer.
Donc ces mesures-là vont se mettre en place d'ici au 1er janvier. Elles ont un impact direct sur le pouvoir d'achat des Français, oui, bien sûr. Monsieur Bellamy. Effectivement, je crois que la question de la hausse de la CSG est une question majeure et si je suis élu, je serai moi pour le coup vigilant avec les moyens que donne l'indépendance d'une opposition pour pouvoir essayer de rééquilibrer cette décision que je crois catastrophique parce que la hausse de la CSG, elle va pénaliser, on le disait à l'instant, une majorité de retraités. Elle va pénaliser aussi, n'ayons pas peur de le dire, les indépendants et aussi les fonctionnaires parce que les fonctionnaires, eux, pour le coup, ne profiteront pas de cette baisse de cotisation salariale que vous évoquiez à l'instant. Or, aujourd'hui, la pauvreté, c'est la grande pauvreté, mais c'est aussi la précarisation de beaucoup de travailleurs et en font partie aussi beaucoup de fonctionnaires qui n'ont pas vu leur revenu augmenter depuis très longtemps. Je suis enseignant, je vois comment ça se passe sur le terrain. Je crois que c'est un sujet majeur pour notre avenir. Voilà, c'est la fin de ce débat. Déjà, merci à vous deux d'avoir participé. Merci. Didier Béchère, donc de La République En Marche, et François-Xavier Bellamy, représentant des Républicains et de l'UDI. On se retrouve évidemment dimanche pour une soirée spéciale sur nos antennes, Radio Sensation et TV Fil 78. En attendant, bonne fin de semaine à tous. Merci. Merci.